Bien, donc bonsoir à tous. Il me revient de présenter notre second intervenant, dont l'intervention sera très complémentaire, puisque nous passons donc au XIXe siècle, donc au siècle suivant. Donc Mathieu Caron. Mathieu Caron, qui est doctorant en histoire de l'art à l'université Paris-Sorbonne, sous la direction du professeur Barthélemy Jobert, où il mène des recherches sur le réemploi de mobilier ancien dans les palais de la liste civile au XIXe. Ces recherches portent aussi bien sur la politique d'acquisition du garde-meuble et les styles historicistes que sur le phénomène de la curiosité et la place esthétique et patrimoniale des intérieurs historiques au XIXe siècle. Mathieu Caron a déjà publié. Ses publications portent notamment sur la constitution de la notion d'intérieur au XIXe siècle, pour un article en particulier publié très récemment dans la revue Romantisme, et également sur le goût de l'impératrice Eugénie pour le XVIIIe siècle, pour un article à paraître à l'automne 2015 dans le bulletin du Centre de recherche du Château de Versailles. Et il va donc intervenir ce soir pour une intervention intitulée « Rêve de Grèce, l'influence antique dans les arts décoratifs du XIXe siècle ». Nous vous écoutons, Mathieu. Merci beaucoup, Jérémy. Merci Jean-Jacques Gauthier et Marc Bayard pour l'invitation de ce soir. Et donc nous allons prendre, je dirais, la suite de Monsieur Leben pour avancer un petit peu dans le temps, au XIXe siècle. Et on va voir qu'on va retrouver pas mal de composantes qui sont identiques. Mais globalement, ce qui caractérise le XIXe siècle, c'est un désir de reconstitution du passé plus que de plaquage de motifs ornementaux sur des formes contemporaines. On voit que l'Antiquité grecque est une référence importante pour le XIXe siècle, mais qu'elle reste globalement pour les artistes plutôt livresque, plutôt muséale, tandis que l'Italie propose des productions plus accessibles par les fouilles, notamment Pompéi Herculanum, des sites qui sont fouillés depuis le XVIIIe siècle, mais tout au long du XIXe siècle, et aussi en Sicile et en Italie médiane, qui sont des terres de l'ancienne Grande Grèce, donc qui sont très influencées par la Grèce. Le terme de néo-grec que l'on va rencontrer pas mal dans cette conférence est donné en 1847 seulement par Théophile Gautier à propos de l'exposition des peintres du Salon de 1847, dont la célèbre peinture de Jean-Léon Gérôme, jeune grec faisant battre des coqs. Donc, je vais commencer par parler un petit peu de la diffusion de l'influence grecque, qui se fait essentiellement par deux canaux, le canal muséal, si je puis dire, et le canal de la publication. Les collections de musées occupent une place importante dans la diffusion des styles antiques, notamment grecs. On le voit avec le musée Napoléon qui ouvre en 1803. On le voit avec le British Museum qui ouvre la salle Elgin avec les marbres du Parthénon en 1816. Et ce qu'on a ici, c'est-à-dire à gauche un vase de la collection de Dominique Vivant-Denon, qui est à Sèvres. C'est une collection qui avait été constituée par Dominique Vivant-Denon en Italie et qui avait été rachetée par le comte d'Angivillers pour le roi en 1785 et exposée à la manufacture de Sèvres à des fins tout à fait éducatives. À propos de ces œuvres, de ces vases antiques, Denon avait une idée assez importante sur l'influence grecque et le biais romain. Je cite de Dominique Vivant-Denon. « J'achetai quelques vases trouvés dans ce lieu, Bari, et qui ont absolument les mêmes anses que ceux de bronze trouvés à Pompéi, ce qui pourrait prouver que les Romains n'ont fait que copier ces beaux vases que nous admirons et que nous nommons improprement étrusques, puisque leur origine est due aux Grecs, inventeurs de tout ce qui est resté le plus beau des siècles de l'Antiquité. » Donc c'est dire qu'en 1785, déjà, pas encore au XIXe siècle, on avait déjà compris la différence qui séparait le style étrusque et le style grec. Cette collection, donc qui est entrée en 1785 au musée de Sèvres, est utilisée un peu plus tard, au XIXe siècle, pendant la période Brongniart, du directeur de la manufacture, entre 1800 et 1845, et ce qui donne des productions, comme vous voyez à droite, qui sont tout à fait inspirées des œuvres antiques par la forme, la typologie des vases, et également par les motifs décoratifs. On pense aux médailles dans les rouleaux,
et l'organisation du décor en frise. Un autre mode de diffusion des productions antiques, c'est la publication. En prenant par exemple le cas de ce trépied en bronze du musée archéologique de Naples, on peut trouver par exemple à droite une copie du 19e siècle, donc qui réinterprète ce trépied en changeant un petit peu les matériaux pour une recherche de polychromie, mais qui montre que cette forme de trépied était à la mode au début du 19e siècle. Pourquoi? Notamment grâce aux publications. Donc j'en ai sélectionné plusieurs. À gauche, la publication de Francesco Piranesi, qui est le frère de Giovanni Piranesi, dont nous a montré tout à l'heure M. Leben une gravure, et qui publie en France, en 1807, un recueil intitulé « Antiquité de la Grande Grèce, aujourd'hui royaume de Naples », gravé par François Piranesi. Ces mêmes modèles sont gravés plusieurs fois au cours du XIXe siècle. On voit par exemple au milieu un dessin d'Élie Honoré Montagny, qui est un peintre de l'atelier de David, et qui, entre 1805 et 1815, est à Rome pour compléter sa formation et étudier les antiquités. À droite, tout à fait à droite, en 1862, le même trépied, publié une nouvelle fois par les frères Nicolini, donc qui sont les archéologues en charge de la fouille de Pompéi à ce moment-là du XIXe siècle. Donc ce modèle de trépied, par exemple, a eu une vogue très importante au XIXe siècle, et on le retrouve beaucoup plus tard, jusqu'en 1890, par exemple, dans la maison du peintre anglais Frederick Leighton, qui est un peintre proche du mouvement pré-raphaélite et de l'Aesthetic Movement, et qui, presque un siècle après la découverte de ce trépied, utilise encore une copie dans son hall de style arabe. Donc c'est dire un petit peu que l'influence antique est utilisée à des fins très disparates, et c'est pas le hall arabe, c'est pas exactement le lieu dans lequel on imaginerait un trépied antique. Donc après la diffusion, on a, si on peut dire, une adaptation des formes grecques, et notamment de la ligne grecque. Au XIXe siècle, le dessin, comme celui que nous voyons ici de John Flaxman, qui illustre très bien la ligne grecque, est qualifié de tous les épithètes qu'on peut penser, pur, académique, et qui est en général en réaction au style ornemental que sont par exemple le néo-gothique ou le néo-renaissance, voire le néo-rocaille un peu plus tard. Flaxman, donc, qui est un sculpteur et dessinateur anglais de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle, est connu notamment pour avoir réalisé les dessins pour Josiah Wedgwood à la manufacture de porcelaine anglaise. Ce style, donc, qui est sans ombre, sans modelé, en frise, avec le principe d'isocéphalie, donc c'est-à-dire que tous les personnages sont au même niveau, est utilisé à la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle, et également dans d'autres arts décoratifs. Un peu plus tard, par exemple sous le Second Empire, j'ai choisi ici une frise de papier peint de 1867, imprimée par la manufacture Desfossés Carte, donc une manufacture fondée en 1851, et qui a réalisé quelques exemples de papier peint de style grec. Et on retrouve tout à fait ce qu'on voyait ici chez Flaxman, qui a beaucoup influencé le dessin au XIXe siècle, c'est-à-dire la composition en frise, l'isocéphalie des personnages, entre les personnages assis et les personnages debout, et la réutilisation du mobilier grec qu'on a pu exhumer des fouilles de Pompéi, des trépieds, des athéniennes, des porte-lampes, etc. À droite, on voit une autre forme de décor néo-grec, c'est une forme architecturale, toujours du même Desfossés et Carte, c'est-à-dire on reprend la composition des décors pompéiens, c'est-à-dire un panneau central avec un motif séparé par des colonnettes sur les côtés, surmontées d'une corniche et d'une frise.
L'influence grecque, sous le Second Empire, est valable un petit peu dans tous les domaines des arts décoratifs. J'ai choisi ici des exemples de la manufacture de la cristallerie de Baccarat, avec deux exemples. À gauche, conservé au musée du Petit Palais, un vase de Baccarat en forme d'amphore, et en bas, en forme de cratère. Donc on a deux utilisations, je dirais, de l'influence grecque, c'est-à-dire d'une part typologique, l'amphore, le cratère, et également ornementale, puisqu'on voit que le décor est assez stéréotypé, avec le pied, une frise ornementale, le motif central qui est organisé comme une frise séparée par des motifs végétaux, un char, des personnages, et en haut, une frise de grec pour le vase en amphore et des motifs floraux pour les vases en forme de cratère. Il ne faut pas oublier que le XIXe siècle est un siècle également industriel et que si l'influence antique est visible dans le vocabulaire ornemental ou dans la typologie, il est toujours lié avec une volonté d'innovation technique. Et là, on le voit tout particulièrement puisque la technique du cristal doublé gravé à l'acide fluorhydrique a été inventée par un chimiste au milieu du XIXe siècle. On voit toujours l'influence antique dans les expositions universelles depuis grosso modo 1855, surtout en 1862, en 1867, et jusqu'en 1878, où l'on voit un modèle d'amphore en bronze de la maison Barbedienne, qui était entre autres spécialiste du mobilier néo-grec, et dont on voit le modèle de l'exposition à gauche. Là encore, l'influence est typologique puisqu'on reprend la forme de l'amphore et que typologique et ornementale puisque le décor est organisé en frises superposées avec un vocabulaire grec, des guirlandes, des masques de satyre, des scènes de marché, etc. Enfin, pour sortir un petit peu de la France et faire un saut chez nos voisins anglais, l'Aesthetic Movement qui se constitue vers 1870-1880 en Angleterre accorde une importance toute particulière à la Grèce, mais intégrée à d'autres influences, notamment extrême-orientales, pour créer une harmonie, une esthétique particulière. On voit à gauche, on voit sur cette diapositive deux interprétations différentes de la Grèce, et qui n'ont pas grand-chose en commun, si on regarde bien. À gauche, une chaise néo-grecque de William Godwin, donc qui intègre aussi une influence japoniste qui est assez sensible pour ce siège. Et à droite, un fauteuil beaucoup plus chargé, on peut dire, du peintre Laurence Alma-Tadema, mais qui réutilise des motifs antiques qu'on retrouve sur le mobilier, les pieds zoomorphes, les motifs de la frise de grec et les motifs végétaux. Alma-Tadema, le peintre anglais, a été très important pour le style néo-grec en Angleterre. Il a découvert les antiquités grecques en 1862 au British Museum, où étaient exposés les marbres du Parthénon. Et lors de sa lune de miel l'année suivante, en 1863, il a pu faire, je dirais, le tour de l'Italie et visiter les fouilles de Pompéi Herculanum, dont il a ramené d'ailleurs des rapports de fouilles. Et ces rapports de fouilles, avec une documentation qu'il a également constituée, lui ont permis de dessiner du mobilier néo-grec avec une certaine dose d'interprétation, et qu'il a par exemple représenté, c'est le cas de cette banquette qui est conservée au Victoria and Albert Museum, dans ses tableaux. Enfin, pour terminer, on a une influence antique également dans le désir de reconstitution de décors entiers. Jusque-là, on a vu des productions isolées, des objets, mais très tôt se fait jour une volonté de reconstitution du passé antique.
On le voit dès 1793 avec un projet de Charles Percier. Monsieur Leben a montré tout à l'heure une gravure tirée du recueil de décoration intérieure, je crois, de Percier et Fontaine, donc qui est publié au tout début du XIXe siècle et qui contribue à l'essor du style antique, et notamment pour Percier et Fontaine, à la constitution du style consulat et du style empire. J'ai choisi deux exemples de reconstitution de décors et même de villas antiques. La première, c'est la maison pompéienne du prince Napoléon, qui est assez connue, et qui se trouvait avenue Montaigne. Le prince Jérôme Napoléon, donc le cousin de l'empereur, a voulu faire construire, avenue Montaigne, une maison dans le style pompéien. Il avait déjà demandé à l'architecte Jacques-Ignace Hittorf un petit temple grec pour la tragédienne Rachel. Et il demande cette fois une maison néo-pompéienne, puisque Hittorf était l'un des architectes les plus en vogue dans le style antique, je dirais, vers 1850, puisqu'il a été un des premiers à s'intéresser à la polychromie dans l'architecture grecque. Puisque depuis les travaux de Winkelmann, on pensait que les statues, les temples, toute l'Antiquité grecque était blanche. Et les architectes, notamment les architectes du XIXe siècle, ont découvert que ce n'était pas tout à fait vrai et que l'Antiquité, le décor intérieur était très polychrome. Hittorf n'a pas pu honorer la commande, donc c'est l'architecte Alfred Nicolas Normand qui a été responsable des travaux. Lui aussi avait fait un voyage en Italie où il avait fait des relevés du Forum romain. Donc c'est quelqu'un qui a l'expérience de l'architecture antique et qui est responsable de l'architecture et de donner les dessins du décor intérieur. Comme vous le voyez, le décor intérieur est tout à fait polychrome et reprend absolument, reconnaît tout à fait l'organisation des villas pompéiennes avec les motifs au milieu des grands panneaux, les colonnettes pour séparer, les pilastres et les frises en haut du mur. Normand a consacré en 1867 une notice à son maître Hittorf où il écrit, je cite, « Les recherches de nos confrères, les applications faites avec le concours et l'appui donné par le prince Napoléon à l'architecture et à sa décoration polychrome eurent une influence si grande sur le goût artistique de notre époque, sur son retour aux principes éternellement beaux de l'école grecque, qu'il nous a paru nécessaire de développer les tentatives faites afin de préciser, de revendiquer pour leurs auteurs la part de gloire qui leur appartient justement. » Donc c'est dire que ce programme décoratif de la maison pompéienne a eu un écho tout particulier au début du Second Empire et est le témoin d'une mode néo-grecque à cette époque. Je vous montre ici le tableau très célèbre de Boulanger qui représente l'atrium de cette maison pompéienne dans lequel se déroulaient, en tout cas pour le tableau, des répétitions de théâtre antique. L'atrium, le même atrium, vous le voyez ici en photo, mais donc les photographies de l'époque étant en noir et blanc, on a eu une difficulté à s'imaginer la polychromie, qu'on imagine mieux avec le tableau. L'ensemble de la maison était garni d'un mobilier commandé spécialement, néo-grec, dont un service en porcelaine de Sèvres commandé à Jules Dieterle par le prince Napoléon, et qui a fait l'objet de recherches particulières, puisque les ornemanistes Blanchard et David ont inventé une nouvelle couleur qui est le rouge pompéien. Donc toujours souvent, sous le Second Empire, l'influence antique est couplée avec des recherches techniques et novatrices. On voit par exemple, à droite de la diapositive, une paire de candélabres porte-lampes dont on voit la représentation derrière les trépieds. Je ne sais pas si vous la voyez, dans l'atrium, derrière les trépieds qui encadrent la statue. Et c'est exactement ce type de candélabre, avec en général un pied tripode
et le motif ornemental du vase antique et tout le répertoire qui va avec. Le décor était complété d'autres objets mobiliers qui tous étaient inspirés des ustensiles et objets découverts dans les fouilles de Pompéi. On voit par exemple une paire de chenets néo-grecs à gauche. Au centre, un porte-lampe antique avec toujours ce pied tripode. En haut, on le voit mal, je m'excuse pour la photo. Un sphinx assis qui soutient la lampe à huile. À propos de Leroll, justement, qui a fondu les chenets d'après des dessins de Charles Rossigneux, Alfred Darcel, dans un article sur l'exposition universelle de 1862 à Londres, écrit « L'Antiquité grecque revient décidément à la mode, et nous la trouvons encore chez messieurs Leroll. Elle y a imposé ses formes aux pendules, candélabres, aux trépieds destinés à supporter les lampes, à tout un mobilier enfin dont le prince Napoléon avait commandé une partie. » Voilà, donc c'est dire l'importance qu'a eu ce projet, ce chantier, au milieu du XIXe siècle et au tout début du Second Empire. À droite, j'ai mis le même porte-lampe, qui a la même fonction de porte-lampe, à la Villa Kérylos de Beaulieu-sur-Mer, et qui est notre dernier exemple de reconstitution néo-grecque. La difficulté pour la Villa Kérylos, c'est que avant les fouilles de Pompéi, les fouilles de Délos, on n'avait que les textes de Vitruve ou de Pline le Jeune pour imaginer la composition des maisons. L'élévation n'est connue qu'au fur et à mesure des fouilles et donc tout au long du XIXe siècle. L'architecte Emmanuel Pontremoli, qui a bâti cette villa pour l'archéologue Théodore Reinhardt, était lui aussi un fin connaisseur de l'Antiquité, puisqu'il avait été Grand Prix de Rome, pensionnaire à la Villa Médicis. Il avait participé aux fouilles de Delphes, de Didyme et de Pergame. Donc il a, comme toutes les maisons grecques, construit la maison autour d'un atrium central qui est censé distribuer toutes les pièces. Néanmoins, la villa est une villa du début du XXe siècle, construite entre 1902 et 1908, et la commodité prime quand même sur la vérité archéologique, et donc on ne peut pas considérer que c'est une reconstitution scientifique d'une villa grecque. D'ailleurs, Pontremoli écrit, je cite, « C'est une œuvre d'imagination autant que d'érudition. Si on peut se faire une idée des plans au sol des maisons de la Grèce antique, on ne sait rien de leur élévation. Je savais, et les expériences déjà tentées me le faisaient amplement sentir, que toute restauration, reproduction, reconstruction d'une demeure du passé est vide de sens si on s'attache exclusivement à ce qu'on croit être la vérité, ou la prétendue vérité archéologique. L'œuvre ainsi conçue ne pourrait être qu'un décor sans vie, le jouet d'un moment, la curiosité d'une heure. » Donc c'est dire la complexité d'un projet comme celui-ci, de vouloir reconstituer une villa antique, puisque nécessairement l'imagination, la commodité interfèrent dans ce projet. Pour le mobilier, l'ensemble des fouilles ne suffit pas à disposer d'assez de mobilier pour remplir une maison du début du XXe siècle. Et donc l'architecte a dû inventer des formes et qui sont, comme le disait M. Leben aussi tout à l'heure, pas purement antiques, mais qui incluent des éléments orientaux, inspirés de l'Égypte, de la Grèce hellénistique, etc. Pour finir, la salle de repos avec le lit. M. Leben en a montré un exemple tout à l'heure dans un musée archéologique. Celui-ci est une copie d'un lit trouvé à Pompéi et qui est exposé au musée archéologique de Naples. Pour, je dirais, boucler la boucle, on revient à la diffusion des modèles antiques par la publication, et Théodore Reinhardt, donc le commanditaire de la Villa Kérylos, n'a pas pu rater la publication d'Auguste Mao, qui a fait sensation à l'époque, en 1899, sur Pompéi.
Ce lit qu'il a choisi, d'ailleurs, est particulièrement célèbre, puisqu'il avait été déjà reproduit en 1862 par les frères Niccolini. Voilà, donc en somme, l'influence antique dans les arts décoratifs du XIXe siècle procède d'une référence originelle commune, donc, qui est la Grèce, qu'on prend comme modèle pour la pureté de son art, mais qui est largement interprétée tout au long du XIXe siècle, qui participe d'un syncrétisme avec des influences égyptiennes. On l'a vu parfois avec Godwin, avec des influences japonisantes à la fin du siècle également. Donc, c'est plus un rêve de Grèce, d'où le titre de ma conférence, qu'une Grèce archéologique qui est remise au goût du jour et qui est toujours soumise à l'imagination, aux recherches de techniques contemporaines nouvelles et également de recherche artistique, quand on pense par exemple à l'opposition entre l'académisme et les autres courants artistiques. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Mathieu pour cette présentation qui était particulièrement riche, et c'est vrai que c'est finalement aussi un défi en un temps relativement limité, mais vous avez assez bien montré finalement comment cette inspiration grecque, on va la retrouver tout au long du XIXe siècle et en certaines circonstances particulières évidemment. Moi j'ai été particulièrement sensible à ce que vous avez montré pour la Aesthetic Movement, parce que justement on a souvent dénigré le XIXe siècle pour ces rabâchages historiques et un regard tourné vers le passé, alors que certains artistes qui sont à d'autres titres considérés comme les tenants de la modernité, malgré tout, ont aussi ce type de référence, et ça m'a fait également penser pour l'Angleterre, mais plutôt pour un représentant du mouvement Arts and Crafts, à Walter Crane, chez qui on va trouver également, notamment pour des céramiques qui s'inspirent des vases à figures rouges, ou encore pour certains textiles également, ces références à la Grèce antique. Voilà, mais je pense que votre intervention aura peut-être suscité d'autres interrogations de la part du public, donc je laisse la parole au public. C'est que ça devait être très très clair, ça l'était d'ailleurs. Alors, j'ai une petite question. Donc, beaucoup des exemples que vous donnez, ça date surtout on va dire, de la première moitié du 19e. Et donc, y a-t-il pas un certain essoufflement de ce goût pour l'antique, pour la Grèce, dans la seconde moitié du 19e siècle ? Je ne crois pas. L'influence antique est très présente au début du XIXe siècle avec le style empire, on l'a vu, le style consulat, le style empire, mais il y a un regain d'intérêt et avec le Second Empire, avec la maison pompéienne et toutes les productions qui sont présentées aux expositions universelles. Les expositions universelles, pour ça, sont un facteur important pour, je dirais, la catégorisation de l'art dans la seconde moitié du XIXe siècle. C'est qu'avec toutes les publications qui entourent ces expositions, on a une qualification plus précise des styles, et c'est avec les expositions universelles de 55, 62, 67, 78 qu'on a vraiment la mise en place de styles, le néo-grec, le néo-renaissance. Donc je ne crois pas qu'il y ait un essoufflement, parce qu'on le voit encore jusqu'en 1870. 18 à l'exposition universelle de 1878, on le voit avec l'Aesthetic Movement jusqu'en 1885. Je ne crois pas qu'on puisse parler d'un essoufflement de l'influence antique. Par contre, le regard est différent qu'au début du siècle. Est-ce que j'ai une idée qui me traverse l'esprit? Est-ce qu'on peut dire que ce renouveau du style grec invente ou réinvente, j'allais dire, la simplicité? Parce que, alors certes, il y a la courbe, la contre-courbe, qui est présent dans le style Louis XIV, le style, mais alors le style Louis XIII aussi est assez rigide, mais là on a l'impression que la recherche de la forme pure est quand même ce qui a peut-être le plus inspiré le néo-grec. Je ne sais pas, c'est une question. Oui, c'est tout à fait ça, la pureté du style. C'est toujours réemployé par les tenants de l'académisme notamment. On le voit également avec les dessins de Flaxman. Et dans les descriptions, on a la pureté, la simplicité, et qui est parfois aussi qualifiée d'étrusque. C'est la simplicité grecque ou étrusque. On a une certaine confusion entre les deux, mais ce sont des mots qui reviennent effectivement très souvent quand on parle de l'influence antique.
Mais c'est vrai que ça devient bizarre du coup lorsqu'il y a une surcharge. Quand on voit le Arab Hall, cette espèce de chose grecque. C'est les paradoxes de l'historicisme au XIXe siècle. C'est de juxtaposer justement les styles entre eux et de réinterpréter parfois assez loin du modèle d'origine. Le retour à l'antique était présent déjà au Directoire. On peut considérer qu'à la fin, on va dire, du Second Empire, c'était l'aboutissement. Il avait été traité dans toutes les sortes de manières imaginables et les gens en avaient un petit peu ras-le-bol. Est-ce qu'il y avait un ras-le-bol de l'influence antique? Ça, je ne saurais pas vous le dire. C'est pas de l'influence antique, c'est tout simplement du problème. Oui, c'est tout simplement le problème du mélange des genres. À savoir, le Second Empire, vous avez un mélange extraordinaire de tous les genres, et si vous voulez, c'est vraiment surchargé, c'est monstrueux. Il faudra attendre l'Art Nouveau pour avoir quelque chose de nouveau, vraiment de nouveau. C'est vrai. On a aussi dans la critique des expositions ou les descriptions de demeures, certains critiques qui s'insurgent déjà sous le Second Empire de la juxtaposition de styles disparates et qui prônent un retour vers quelque chose de plus pur, de plus simple, et qu'on aura, avec la rupture de l'Art Nouveau aussi, quelque chose de plus cohérent. Oui. Mais l'Art Nouveau ne va jamais faire, je me retourne vers Jérémy, ne va jamais faire appel aux Grecs. Et comme ça, j'ai des images qui défilent en tête. Il n'y a pas cette... Non, mais en même temps, c'est vrai que finalement, c'est aussi assez cyclique. Et tu évoquais le retour à une pureté de la ligne, c'est aussi de continuer le retour. Et c'est vrai que les évolutions de l'Art Nouveau, telles qu'on va les connaître notamment à Glasgow et dans les pays germaniques, reviennent aussi à une esthétique plus rigoureuse qui pourrait être vue, et qui doit être vue d'ailleurs comme un retour aussi à un certain classicisme. Je crois que cette référence au classicisme, elle ne disparaît jamais totalement. Et même à la période Art déco, à travers la référence au XVIIIe siècle aussi, on revient aussi à certaines références classiques. On pourrait même aller jusqu'à Arbus ou à toutes les 40-50 qui se retournent balanciers. Si on regarde le style de la sécession, c'est quand même un renouveau grec qui est là extrêmement présent, même dans le Jugendstil, il y a une influence grecque. Donc finalement, l'Art Nouveau n'est pas qu'une simplicité, c'est aussi un perpétuel retour à ces styles. Oui, je crois que ça c'est très bien, je dis un perpétuel retour parce que l'antique reste présent à partir de ce moment et j'ai redécouvert, moi je me rappelle, j'avais au bar d'une étudiante de la côte ouest qui disait oui, moi je déteste tout ce qui est historique, je veux travailler sur la modernité. Je dis mais ok, très bien, ma fille vas-y, elle a choisi du mobilier design des années 50. Elle choisit comme par hasard un dessinateur italien qui avait fait des choses qu'elle a vues chez ses grands-parents là-bas, donc très répandu. Elle a dû constater que c'était un clismos qui était à l'origine de ces designs tout à fait côte ouest de Californie. Donc moi c'était merveilleux, la fille elle a fait vraiment une courbe d'appréhension, elle avait vraiment appris quelque chose parce que finalement avec sa côte ouest elle est revenue en Italie à l'Antiquité. Et là j'étais ravi parce qu'elle m'a sorti les plus beaux sièges antiques. Et au fait, c'est très intéressant de voir comment, même si on déteste l'antique, on déteste l'histoire, quand on a un certain contexte, et c'est ce qui est merveilleux en Europe, dans l'histoire européenne, on peut vraiment faire un cercle et on peut toujours s'inspirer à nouveau de générations qui ont déjà vécu il y a bien longtemps. Et c'est peut-être actuellement aussi ce refus de l'histoire qui est le plus drôle, parce que par le refus reviennent des choses. Il peut revenir d'une manière très vigoureuse, très, très violente aussi. Donc c'est très intéressant si le classicisme dont moi j'ai parlé, que vous continuez, et que Madame a dit, ça se poursuit. C'est comme un fleuve qui est là. Et dans une période de réflexion et de crise, on revient à ça pour se ressaisir un peu, hein, je crois. Merci, parce que c'est exactement le thème de la séance, le revival. C'est tout à fait ce qu'on voulait montrer, c'est que l'éternel retour des styles et qu'il faut juste savoir identifier à peu près la question du mouvement. Merci.
Juste une remarque supplémentaire, c'est que c'est pas pour rien justement, et en particulier pour le 19e siècle, qu'il y a vraiment actuellement un intérêt, un regard nouveau qui est porté sur tout ce qu'on appelle l'historicisme. Et pour ceux que ça intéresserait dans la salle, sachez que demain soir au Musée des Arts Décoratifs, vous avez également une conférence, enfin je ne sais plus combien d'interventions, mais sur le style néo-renaissance spécifiquement, qui pourrait intéresser nombre d'entre vous. Ce sont vraiment au niveau de la recherche, chez les chercheurs, chez les conservateurs du patrimoine, des sujets pour le 19e siècle en particulier qui intéressent énormément. Voilà. 18h ou 18h30, je pense. Et tu peux annoncer aussi ton colloque Alors ce sera en mai, mais j'aurai l'occasion d'en reparler bien plus tard, je pense. Mais j'organise un colloque sur les années 1910. Là, on est bien plus tard, donc ce sera en mai 2016, donc, et ce sera en partie à l'INHA et peut-être ici, mais c'est pas encore. On verra. Voilà. Et merci au public qui était présent ce soir. Merci, on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous et bonne soirée.